Bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous allons voir aujourd'hui l'intervention de la France à la Cour internationale de justice contre les crimes de guerre et de génocide commis par Israël. Que va donc dire la France, puisque jusqu'à aujourd'hui elle a toujours pris le parti d'Israël? Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges, c'est un grand honneur pour moi de représenter mon pays devant la Cour. Permettez-moi, en introduction, de revenir à mon tour sur le très lourd contexte dans lequel s'inscrivent ces audiences. Le 7 octobre 2023, Israël a connu une attaque terroriste d'une ampleur sans précédent. La France a condamné, dans les termes les plus forts, l'attaque perpétrée par le Hamas et les autres groupes terroristes et a exprimé sa pleine solidarité avec Israël et les victimes de cette attaque. Comme l'a fait la Cour dans son ordonnance en indication de mesures conservatoires rendue le 26 janvier 2024, la France appelle à la libération immédiate et inconditionnelle des otages enlevés par le Hamas et les autres groupes terroristes lors de l'attaque en Israël du 7 octobre. La France rappelle également le droit d'Israël à se défendre et à défendre sa population dans le but d'éviter que des attaques comme celle-ci ne se reproduisent. Ce droit doit s'exercer dans le strict respect du droit international et en particulier du droit international humanitaire. Alors que les opérations et bombardements israéliens font des milliers de victimes civiles à Gaza, la France a affirmé avec clarté, constance et de manière répétée cette exigence. La protection des civils et des personnels humanitaires est un impératif moral et une obligation internationale. Israël doit se conformer au droit international humanitaire qui impose en tout temps et en tout lieu des principes clairs de distinction, de nécessité, de proportionnalité et de précaution. J'ajoute que le respect du droit international, en particulier du droit international humanitaire, par toutes les parties prenantes, est le seul horizon de paix possible. La France a pris note des inquiétudes exprimées par la Cour dans son ordonnance du 26 janvier dernier, quant aux conséquences des opérations militaires qui se déroulent dans la bande de Gaza. Les préoccupations de la Cour sur, je cite, l'ampleur de la tragédie humaine qui se joue dans la région et sur les souffrances humaines que l'on continue d'y déplorer ne peuvent qu'être partagées par mon pays. Comme l'a rappelé le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères lors de son intervention au Conseil de sécurité des Nations unies le 23 janvier 2024, il nous faut œuvrer immédiatement à un cessez-le-feu durable qui seul permettra de mettre fin aux souffrances de la population civile de Gaza. En rendant un avis consultatif dans le cadre de la présente procédure, la Cour peut apporter une contribution précieuse au règlement juste et durable du conflit israélo-palestinien. En effet, un avis de sa part pourrait utilement contribuer à la clarification du cadre et des paramètres juridiques applicables à cette situation. Ce sera ensuite aux parties prenantes, appuyées par la communauté internationale, qu'il incombera de rechercher par la négociation une solution de paix durable en conformité avec le droit international. À cet égard, la France réitère son soutien constant à une solution négociée à deux États, vivant côte à côte au sein de frontières sûres et reconnues, fondées sur les lignes du 4 juin 1967, ayant l'un et l'autre Jérusalem pour capitale. En effet, pour la France, seule une solution politique à deux États permettra de répondre à la fois aux droits des Israéliens à la sécurité et aux aspirations légitimes des Palestiniens à un État indépendant, viable et contigu, vivant dans la paix et la sécurité aux côtés d'Israël. Pour y parvenir, la France appelle à une relance décisive et crédible du processus de paix. La situation actuelle en Israël et en Palestine soulève un nombre important de questions de droit international. Seules certaines d'entre elles sont abordées par les questions posées par l'Assemblée générale et il importe, de l'avis de la France, que le champ de la présente procédure y soit précisément circonscrit. Il appartiendra dès lors à la Cour de fournir à l'Assemblée un avis
l'éclairant sur les questions juridiques posées, sans aller au-delà de ce qui est nécessaire à cette fin. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges, au regard de l'ensemble de ces éléments et suivant l'ordre des questions posées à la Cour, mon propos abordera les 5 points suivants. Le droit à l'autodétermination, l'occupation, colonisation et annexion, les lois et mesures discriminatoires, le statut de Jérusalem et les conséquences juridiques. Avant d'aborder ces 5 points, je ferai une remarque sur le droit applicable. Pour avoir une vision complète du cadre juridique pertinent pour la présente demande d'avis, il convient de souligner que la Palestine est depuis l'avis de 2004 devenue partie à plusieurs traités multilatéraux, dont une liste non exhaustive figure dans les observations écrites de la France. Premièrement, le droit du peuple palestinien à l'autodétermination a été rappelé par la Cour dans son avis rendu en 2004. Le Conseil de sécurité l'a également affirmé à plusieurs reprises. L'existence d'un peuple palestinien au sens du droit international ne saurait plus faire débat. À ce titre, comme tous les peuples, il bénéficie d'un droit à l'autodétermination. En vertu de ce droit, pour reprendre les termes de l'article 1er commun au pacte de 66, un peuple détermine librement son statut juridique et assure librement son développement économique, social et culturel. Ainsi, en ce qui concerne le peuple palestinien, ce droit a d'abord une dimension politique. Cette dimension a été largement consacrée par diverses résolutions de l'Assemblée générale. Elle se caractérise par le droit à un État de Palestine indépendant, son droit d'exercer sa souveraineté sur son territoire, d'accéder à l'indépendance dans son État, la Palestine. Cette perspective s'inscrit pleinement dans la vision d'une région dans laquelle les 2 États, Israël et la Palestine, vivent côte à côte à l'intérieur de frontières reconnues et sûres. Une solution de paix passera nécessairement par la conclusion d'arrangements de sécurité entre Israéliens et Palestiniens, prévoyant des garanties concrètes et efficaces. En même temps, ces garanties de sécurité ne pourront exister que s'il existe à l'avenir un véritable État palestinien à même de conclure de tels arrangements et de les faire respecter. C'est-à-dire un État capable d'exercer sa souveraineté pleine et entière dans ses frontières internationalement reconnues. Dans ce contexte, la France estime que toute action allant à l'encontre de la nécessité de préserver l'unité, la continuité et l'intégrité de l'ensemble du territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, constitue une violation du droit du peuple palestinien à l'autodétermination. De ce point de vue, la poursuite de l'occupation, mais aussi le développement de colonies de peuplement et le morcellement qui en découle, entravent l'édification d'un État de Palestine viable. La perspective d'un tel État s'éloigne au fur et à mesure que les atteintes à l'intégrité des territoires palestiniens occupés perdurent et s'amplifient. Plus fondamentalement, la persistance des manquements imputables à Israël menace la possibilité pour le peuple palestinien d'exercer effectivement son droit à l'autodétermination. À cet égard, le constat dressé par la Cour en 2004 perdure, mais le passage du temps n'est pas neutre. Il obère les perspectives d'une concrétisation du droit à l'autodétermination du peuple palestinien. Près de 20 ans après l'avis consultatif rendu par la Cour sur les conséquences juridiques de la construction du mur en territoire palestinien occupé, le maintien de la situation d'occupation, la multiplication des mesures qui l'accompagnent et le développement des colonies de peuplement forment autant d'obstacles à la réalisation effective du droit à l'autodétermination du peuple palestinien. Deuxièmement, j'en viens maintenant à la question de l'occupation, colonisation et annexion prolongée du territoire palestinien occupé depuis 1967 par Israël. J'aborderai à cet égard 2 points. Les conséquences juridiques du caractère prolongé de l'occupation israélienne d'abord, puis le lien entre cette occupation prolongée et la question de la colonisation. Sur la question du caractère prolongé de l'occupation. L'occupation est une notion de fait, objective, qui se caractérise par le contrôle effectif
exercée par un État sur un territoire déterminé. Depuis la fin de la guerre des 6 jours en 1967, Israël peut être considéré comme puissance occupante de la Cisjordanie, de Jérusalem-Est et de la bande de Gaza au sens de l'article 42 du règlement de La Haye de 1907, concernant les lois et coutumes de la guerre. Cette situation de fait, constatée par la Cour, ainsi que par le Conseil de sécurité des Nations unies, suppose l'application des normes internationales prévues en cas d'occupation militaire. Ces normes internationales établissent des droits pour la puissance occupante, notamment pour préserver sa sécurité et ne pas compromettre les nécessités militaires. Mais elles lui imposent surtout des obligations positives, dont la principale est la protection des populations soumises à l'occupation. À ce titre, le Conseil de sécurité et l'Assemblée générale ont rappelé à maintes reprises les obligations d'Israël au titre de la 4e Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre du 12 août 1949. Ces normes internationales s'appliquent indépendamment de la licéité de l'opération ayant permis à l'État d'exercer son contrôle effectif sur le territoire occupé. Elles s'appliquent aussi indifféremment de la durée de l'occupation, et ce bien que celles-ci doivent être envisagées dans son essence comme temporaires. Ces obligations de protection s'appliquent, pour reprendre les termes de l'article 6 de la 4e Convention de Genève, pendant, je cite, la durée de l'occupation. Fin de citation. Avec une occupation des territoires palestiniens qui dure depuis 1967, ce caractère prolongé paraît difficilement pouvoir être justifié par les nécessités de guerre au sens de l'article 23G du règlement de La Haye de 1907. En effet, les circonstances justifiant l'occupation dans la période suivant immédiatement les opérations militaires ne peuvent plus être invoquées plusieurs décennies après la fin de ces opérations. C'est ce qui a conduit le Conseil de sécurité et l'Assemblée générale à demander aux forces armées israéliennes de se retirer des territoires occupés à plusieurs reprises depuis la résolution 242. De l'avis de la France, le caractère indéfiniment prolongé d'une occupation est contraire au fait que celle-ci devrait être provisoire par nature. Pour autant, l'occupation est une question de fait dont découle un régime juridique spécifique. Son caractère prolongé ne suffit pas à lui seul à la qualifier d'illicite. Le danger serait qu'un tel constat d'illicéité conduise à soutenir l'inapplicabilité du régime. Cela aboutirait à un résultat manifestement absurde ou déraisonnable où les populations civiles se verraient privées de la protection offerte par ce régime, protection pourtant d'autant plus nécessaire que la dite occupation perdure dans le temps. Une incertitude sur le cadre juridique applicable serait d'autant plus préjudiciable dans le contexte actuel des opérations militaires dans la bande de Gaza, territoire sur lequel Israël exerce maintenant un contrôle renforcé. Dans ce territoire, aujourd'hui, les populations civiles touchées doivent absolument et nécessairement pouvoir bénéficier des règles de protection minimale prévues par le droit de l'occupation. J'en viens au deuxième point, sur le lien entre l'occupation prolongée et la politique de colonisation des territoires palestiniens occupés. La colonisation de territoires occupés est contraire aux conventions de Genève. En ce sens, l'article 49 de la 4e Convention de Genève dispose que, je cite, « la puissance occupante ne pourra procéder à la déportation ou au transfert d'une partie de sa propre population civile dans le territoire occupé par elle ». Fin de citation. Le Conseil de sécurité a eu à plusieurs reprises l'occasion de dénoncer cette situation. Dans son avis de 2004, la Cour avait aussi conclu que, je cite, « les colonies de peuplement installées par Israël dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, l'ont été en méconnaissance du droit international ». Fin de citation. Ce constat d'illicéité demeure aujourd'hui d'autant plus fondé que depuis 2004, Israël a poursuivi et accéléré sa politique de création ou d'extension de colonies dans les territoires palestiniens occupés. Sur cette question, la France réitère sa ferme condamnation de la politique illégale de colonisation mise en œuvre par Israël, en particulier dans le contexte actuel. Cette politique, dont relèvent également les évictions de familles palestiniennes et la destruction de structures palestiniennes, doit cesser. La guerre à Gaza ne doit en aucun cas constituer un prétexte pour continuer à imposer sur le terrain des mesures unilatérales qui sapent les perspectives d'une solution à deux États, seule à même de garantir une paix
juste et durable. Dans un communiqué conjoint du 15 décembre 2023, la France a réitéré, je cite, sa position relative à la politique de colonisation qui est illégale en vertu du droit international et rappelé à Israël les obligations qui lui incombent en vertu du droit international, en particulier l'article 49 de la 4e Convention de Genève. La France a également fermement condamné les violences commises par les colons extrémistes qui terrorisent les communautés palestiniennes. Fin de citation. À suivre, donc si vous pouvez un peu ralentir. Merci. Sur ce dernier point, la France a pris des mesures à titre national contre certains colons israéliens violents et s'est déclarée favorable à l'adoption au niveau européen de sanctions à leur encontre. Par ailleurs, il doit être rappelé que le statut de puissance occupante ne confère rigoureusement aucun titre juridique justifiant une annexion. À cet égard, le fait que l'occupation soit d'une durée particulièrement longue ne saurait en tout état de cause permettre de légitimer des prétentions d'annexion. Bien au contraire, l'un des principes cardinaux du droit international est celui prohibant ce type d'annexion. Comme cela ressort notamment de la résolution 2625, je cite, « Nulle acquisition territoriale obtenue par la menace ou l'emploi de la force ne sera reconnue comme légale. » Fin de citation. Dans ce contexte, une annexion d'un territoire qui tenterait de se fonder sur le caractère prolongé d'une occupation ne pourrait être considérée que comme nulle et non avenue au regard du droit international. Troisièmement, la question posée par l'Assemblée générale vise également les conséquences juridiques des lois et mesures discriminatoires connexes adoptées par Israël. De l'avis de la France, cette question vise les lois et mesures appliquées au territoire palestinien occupé, mais en contradiction avec le régime international prévu pour les territoires occupés. Les lois et mesures qui présentent un caractère discriminatoire contreviennent non seulement aux dispositions des conventions précitées de La Haye et de Genève, mais également aux principaux textes internationaux en matière de droits de l'homme qui lient Israël et qui sont applicables au territoire palestinien occupé. La France relève que le droit international humanitaire n'exclut pas nécessairement qu'un statut différencié puisse s'appliquer à la population d'un territoire occupé. Ce statut ne peut cependant justifier l'adoption de lois et mesures qui présenteraient un caractère discriminatoire. Comme la Cour l'a précisé dans son avis de 2004, la protection offerte par les conventions régissant les droits de l'homme ne cesse pas en cas de conflit armé. Le droit de l'occupation doit donc être mis en œuvre en tenant compte du droit international des droits de l'homme applicable. La puissance occupante est en particulier tenue d'exercer ses droits et devoirs en tenant compte de l'obligation de non-discrimination, laquelle découle notamment de l'article 2 du Pacte sur les droits civils et politiques. La question posée à la Cour porte également sur les mesures visant à modifier la composition démographique du territoire considéré. De l'avis de la France, le droit international interdit clairement la mise en œuvre par la puissance occupante de mesures qui seraient de nature à modifier la composition démographique du territoire considéré. À ce sujet, la France réitère sa condamnation des propos promouvant l'installation de colonies à Gaza et le transfert de la population palestinienne de Gaza hors de ce territoire. La France rappelle que la Cour a énoncé l'obligation pour Israël de prendre toutes les mesures en son pouvoir pour prévenir et punir ce type de propos. Comme en Cisjordanie ou ailleurs, une telle modification de la composition démographique de la bande de Gaza constituerait en effet une très grave violation du droit international tant conventionnel que coutumier. Quatrièmement, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges, j'en viens maintenant à la question du statut de Jérusalem.
par plusieurs de ces résolutions, notamment la résolution 478 de 1980, le Conseil de sécurité a affirmé le caractère internationalement illicite des mesures prises par Israël pour modifier le statut de Jérusalem, y compris la loi fondamentale du 30 juillet 1980, qui proclame Jérusalem une et indivisible comme capitale de l'État d'Israël. La résolution 478 de 1980 rappelle que l'adoption de cette loi fondamentale ne remet pas en cause l'application de la 4e Convention de Genève. Il ne fait donc aucun doute que le statut unilatéral imposé par Israël à Jérusalem est nul et non avenu au regard du droit international. En outre, les mesures protectrices prévues par la 4e Convention de Genève doivent s'appliquer à Jérusalem, comme dans le reste des territoires palestiniens occupés. Dès lors, l'expropriation des terres palestiniennes à Jérusalem-Est, mais aussi les statuts dédiés aux habitants palestiniens de Jérusalem-Est, constituent autant de manquements à l'obligation pour la puissance occupante de prendre de telles mesures protectrices. En effet, ce ne sont pas seulement les mesures militaires qui contreviennent aux obligations d'Israël en tant que puissance occupante, mais aussi les mesures du droit civil israélien appliquées aux Palestiniens de Jérusalem-Est. Israël est, au regard du droit international, plus largement tenu de ne pas adopter de mesures législatives ou autres tendant à modifier le statut de Jérusalem. Comme le rappelle la déclaration présidentielle du Conseil de sécurité du 20 février 2023, la France considère qu'il convient de maintenir inchangé le statu quo historique sur les lieux saints à Jérusalem. Cinquièmement et dernièrement, la demande d'avis consultatif de l'Assemblée générale porte enfin sur les conséquences juridiques découlant des violations du droit international susceptibles d'être constatées par la Cour. À cet égard, il est utile de rappeler que, dans son avis de 2004, la Cour avait répondu en distinguant les conséquences juridiques pour Israël et celles pour les autres États, ainsi que, le cas échéant, pour l'Organisation des Nations unies elle-même. Il en sera de même dans les présentes observations orales. En ce qui concerne Israël, la première conséquence juridique est l'obligation de cessation de l'illicite. Selon les termes de l'article 30A des articles de 2001 de la Commission du droit international sur la responsabilité de l'État pour faits internationalement illicites, l'État responsable d'un fait illicite a l'obligation d'y mettre fin si ce fait continue. L'examen de la situation dans les territoires palestiniens occupés fait apparaître des violations continues du droit international auxquelles Israël doit mettre un terme. Ces violations portent, on l'a vu, sur le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et sur les règles du droit international humanitaire et du droit international des droits de l'homme applicables à la situation dans les territoires palestiniens occupés. Sont notamment concernés les transferts de populations israéliennes dans le cadre de la politique illégale de colonisation menée par Israël et les mesures discriminatoires ou restreignant certains droits et libertés de la population palestinienne dans les territoires occupés. Cette obligation doit être rappelée avec d'autant plus de force que, dans le contexte des tensions actuelles, la politique de colonisation se double d'un accroissement des violences commises contre les Palestiniens de Cisjordanie. L'obligation de cessation a des implications tant juridiques que matérielles. Dans le cadre de la présente procédure, l'obligation de cessation implique que les politiques et pratiques identifiées comme violant le droit international prennent fin. Elle implique aussi que soient abrogés les actes juridiques internes sur lesquels elles sont fondées, ainsi que des actions positives pour garantir le respect du droit international.
La deuxième conséquence juridique résultant d'une violation du droit international est la réparation. Dans le cadre de la présente demande d'avis consultatif, la France considère que cette obligation de réparation s'étend à l'ensemble des dommages causés à la population palestinienne du fait de la politique et des pratiques d'Israël ne respectant pas le droit international. En règle générale, l'obligation de réparation doit, autant que faire se peut, prendre la forme de la restitution, et à défaut celle de l'indemnisation si la restitution n'est plus ou pas possible. S'agissant de violations concernant le peuple palestinien dans son ensemble, des formes de réparation collective ou symbolique seraient envisageables. Enfin, au titre de la satisfaction, il conviendrait qu'Israël mène des enquêtes et poursuive, le cas échéant, les personnes responsables de violations graves du droit international humanitaire et du droit international des droits de l'homme commises dans les territoires palestiniens occupés. En ce qui concerne les autres États, la Cour avait déjà constaté, dans son avis de 2004, le caractère erga omnes des obligations internationales violées par Israël à l'occasion de la construction du mur dans les territoires palestiniens occupés. Dans le cadre de la présente demande d'avis consultatif, le même constat s'impose à propos des atteintes aux droits des peuples à l'autodétermination découlant de l'occupation prolongée par Israël de territoires palestiniens, ainsi que de la politique et des pratiques menées dans les territoires palestiniens occupés. Il en résulte pour tous les États une obligation de non-reconnaissance de toute situation créée en violation grave du droit international. Toute forme d'annexion, y compris partielle, ne saurait ainsi être reconnue au regard du droit international. À cet égard, dans les territoires palestiniens occupés comme partout ailleurs, la France ne reconnaîtra jamais l'annexion illégale de territoire. Le respect du statut international des territoires palestiniens occupés emporte également des effets sur le plan économique. On rappellera à ce propos que dans sa résolution 2334 de 2016, le Conseil de sécurité des Nations unies a demandé à tous les États de faire une distinction dans leurs échanges en la matière entre le territoire de l'État d'Israël et les territoires occupés depuis 1967. Cela se traduit notamment dans le droit de l'Union européenne par la prise en compte du droit international et de l'avis de la Cour de 2004, afin de traiter différemment les produits en fonction de leur origine. En ce qui concerne les Nations unies, celle-ci pourra, comme cela fut le cas en 2004, préciser le cas échéant les suites à donner à l'avis de la Cour à propos du droit du peuple palestinien à l'autodétermination et des risques d'atteinte au statut international des territoires palestiniens occupés, notamment s'agissant des garanties offertes par ce statut à la population palestinienne. Enfin, il faut rappeler que la Cour avait demandé en 2004 à l'Organisation des Nations unies dans son ensemble de redoubler d'efforts pour mettre rapidement un terme au conflit israélo-palestinien afin d'établir une paix juste et durable dans la région. Cette demande de s'engager dans la voie de négociations de paix entre les parties prenantes, appuyée par la communauté internationale, reste plus que jamais pertinente. La France est prête à apporter son soutien à tous les efforts qui seront fournis dans ce sens. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges, je vous remercie pour votre attention. Je remercie la délégation de la France pour son exposé. Et vous, que pensez-vous de la plaidoirie de la France, et que faites-vous pour soutenir les Palestiniens? Donnez votre avis en commentaire et dites-nous quelles sont vos actions pour soutenir les Palestiniens.